Très bon. Très bien. Donc, attaque, enregistrer le cloud ou là en local. Exactement, oui. Très bien. Donc, tu as fait l'enregistrement, je t'ai directement. Ah oui, c'est mieux encore. Parfait. Donc, tu vas d'abord. Ouais. Vas-y, Céline. Alors, Badal? Oui, je pense que c'est bon. Oui, oui, bien sûr. Vas-y. Alors, bonjour tout le monde. Salam alaikum. J'ai le grand plaisir et honneur de répondre à l'invitation de l'association de cardiologie de l'hôpital Ibn Rushd. Je nomme Assir et à sa tête mon très cher ami, le docteur Salim Arous, à qui je vais laisser la parole tout à l'heure. Nous aurons le plaisir d'accueillir mon maître, le professeur Rachid Ahbab, qui va nous parler d'un sujet qui est vraiment très pertinent, très intéressant pour une large communauté de médecins, omnipraticiens, urgentistes et jeunes médecins, à savoir la gestion de la douleur thoracique. Avant de donner la parole à mon ami Salim, j'aimerais juste rendre un grand hommage à toute l'équipe de cardiologie qui travaille en collaboration avec nous aux urgences, et particulièrement aux médecins qui assurent la garde aux urgences cardiologiques. J'en ai témoin, c'est vraiment le circuit est fluide, on travaille en collaboration, en toute amitié. Alhamdoulilah, Allah yakmal bil khair ala la collaboration entre le service des urgences et la cardiologie. Donc, sans plus tarder, je te passe la parole, Salim. Merci, professeur Mouhawi. Au nom de l'équipe cardiologie, on remercie toute l'équipe du service d'accueil des urgences pour leur excellente prise en charge des patients, tous les patients de toutes les spécialités, mais essentiellement cardiologie. Alors, c'est Dr Arous Salim, je suis cardiologue au CHU de Casablanca, nouveau président de l'ASIR, et je remercie tous les participants à ce webinaire qui portera sur une question très didactique présentée par notre maître, professeur Bell, qui est la conduite à tenir devant une douleur thoracique en cardiologie. Donc, ce sera un cours très didactique, comme l'a dit, destiné à la population, à tous les médecins de toutes les spécialités. Donc, je remercie aussi notre collaborateur, le laboratoire Boehringer, pour sa collaboration et donc dans la formation continue, qui est le principal but de notre association. Et aussi, comme deuxième but, nous avons un but social, bien sûr. Et je remercie encore une fois professeur Mouhawi et toute l'équipe de service d'accueil des urgences qui, grâce à eux, on a pu faire depuis quelques mois un large progrès en matière de prise en charge des syndromes coronaires aigus. Depuis quelques mois, nous arrivons à faire mensuellement une quinzaine d'angioplasties primaires et plus de 15 à 20 thrombolyses par mois. Et la plupart des patients sont thrombolysés aux urgences avant leur transfert au service de cardiologie. Et pour cela, nous remercions le professeur Mouhawi et toute l'équipe du service d'accueil des urgences. Donc, notre maître professeur Bell, qui est toujours membre de l'ASIR et membre du bureau, bien sûr, va nous présenter un cours, comme je dis, très didactique sur la conduite à tenir en cas de douleur thoracique. On va parler essentiellement de la vision du cardiologue. Donc, ça sera un cours très intéressant et je remercie encore une fois tous les participants. Je repasse la parole à professeur Mouhawi. Donc, voilà, donc tout de suite même, je redonne la parole au professeur Rachid Ahbel qui va nous entretenir sur ce sujet-là qui est fort intéressant. Madame Ahbel, vous aurez entre 30 et 35 minutes de présentation et par la suite, nous allons ouvrir le débat et la discussion des gens qui nous assistent. C'est à vous, Madame Ahbel. À mon tour de remercier les laboratoires
Boehinger qui nous ont permis de faire ce webinaire avec l'association Cardiologie Ibn Rushd. Je remercie aussi c'est Mohawi, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est notre partenaire numéro 1, donc on collabore étroitement pour tous les malades que lui reçoit en premier, et puis nous les prenons en charge. Certes, les douleurs thoraciques, c'est un sujet qui est fort important et fort intéressant pour toutes les disciplines. Il n'y a pas une consultation ou plutôt un médecin généraliste ou spécialiste qui ne reçoit pas dans son cabinet ou à l'hôpital une consultation ou une manifestation concernant la douleur thoracique. Donc, mon but, c'est surtout de parler des douleurs thoraciques d'origine cardiaque. Peut-être on fera plutôt d'autres origines. Maintenant, donc, je vais parler des douleurs thoraciques d'origine cardiaque. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, parfait. Alors, je voulais vous montrer un petit peu que les urgences cardiovasculaires au niveau d'autres pays, notamment au niveau de l'Amérique et au niveau de l'Europe. Donc, vous voyez bien qu'il y a peu de malades qui vraiment viennent pour les douleurs thoraciques d'origine cardiovasculaire ou des urgences cardiovasculaires en dehors des départements d'urgence. Il y a plutôt des douleurs d'origine musculaire, des douleurs d'origine gastro-duodénale, psychologique, pulmonaire, etc. Donc, j'espère qu'on pourra faire, nous, un travail dans notre centre pour voir un petit peu combien on reçoit de serious cardiovascular disease. Ça veut dire que donc, les douleurs d'origine cardiovasculaire qui vont être prises en charge en cardiologie. La première question qu'on se pose, une fois que le patient vient avec une douleur thoracique, on ne sait pas à quelle direction il faut prendre. On est perdu, on est devant un carrefour et on ne sait pas comment prendre la chose. Deuxième chose, une fois qu'on a identifié grosso modo une douleur d'origine cardiaque, pulmonaire ou autre, on ne sait pas quelle direction il faut prendre. Est-ce que c'est la bonne ou est-ce que c'est la mauvaise direction qu'il faut prendre? Première des choses qu'il faut savoir, c'est effectivement les critères du risque vital. La première des choses qu'il faut mettre en exergue, chercher les critères du risque vital. Bien entendu, l'arrêt cardio-respiratoire, c'est le premier critère, donc il nécessite plutôt un massage cardiaque et une réanimation. Et il faut savoir détecter ces critères au niveau cardiovasculaire par la défaillance hémodynamique, au niveau neurologique, est-ce qu'il n'y a pas une syncope, un déficit neurologique? Au niveau pulmonaire, est-ce qu'il n'y a pas une dyspnée ou une hypoxémie? Les symptômes d'alarme, donc l'examen cardiovasculaire, il y a des choses très simples qu'on peut faire. Le pouls, il suffit de prendre le pouls, qu'on peut trouver un pouls accéléré à 100, un pouls filant, un pouls irrégulier ou un pouls bas, moins de 30 battements par minute. Tout ça, ça oriente. Un pouls paradoxal, c'est-à-dire un pouls qui diminue lors de l'inspiration forcée, parce que normalement, il doit augmenter en inspiration forcée. Et est-ce que le pouls a disparu ou il n'y a plus de pouls au niveau d'un des membres? Deuxième chose, la tension artérielle est aussi très facile. Il faut prendre la tension artérielle des deux bras et voir un petit peu la différentielle. Si cette différentielle dépasse 15 mm de mercure, il faut chercher autre chose. Et la tension artérielle, donc il faut voir non seulement la systolique, mais aussi est-ce qu'elle est pincée. Pincée, ça veut dire que la différence entre la systolique et la diastolique, qui est moins de 20 mm de mercure. Les autres signes, et chercher les signes d'insuffisance cardiaque aiguë, à savoir les crépitants, une stase pulmonaire, déturgescence jugulaire, sudation profuse. L'examen neurologique aussi et pulmonaire doivent être vraiment parmi les premiers examens à faire, chercher l'état de conscience, le Glasgow, les troubles neurologiques, est-ce qu'il n'a pas fait de syncope, est-ce qu'il n'y a pas de déficit, voir un petit peu au niveau pulmonaire, est-ce qu'il n'y a pas une cyanose, est-ce qu'il n'y a pas une saturation. La saturation actuellement, elle se prend pratiquement de façon systématique. Quand il y a moins de 90%, il faut s'alerter. Une tachypnée aussi, c'est un signe d'alarme.
Les autres symptômes qu'il faut chercher à l'interrogatoire, les antécédents vasculaires. Est-ce que le patient est coronarien? Est-ce qu'il a des antécédents cérébraux, une insuffisance cardiaque, etc. Un autre élément important il faut y penser chez les sujets jeunes, c'est la prise de cocaïne dans les 4 jours précédents. Ils peuvent aussi nous orienter vers un problème coronarien chez le sujet jeune. Deuxième élément qu'il faut se poser, c'est la caractéristique de la douleur. On sait très bien que la douleur d'origine cardiaque est une douleur qui est relativement large dans tout le thorax et irradie vers la mâchoire et les membres supérieurs. Quand la douleur elle est punctiforme, il y a un faible risque, une faible probabilité que ce soit une douleur d'origine cardiaque. Plus la douleur est étendue sur le thorax, plus la probabilité est que ce soit d'origine cardiaque est là. Alors quand il y a un arrêt cardio-respiratoire, c'est un très très haut risque. Maintenant, quelles sont les douleurs d'origine cardiaque? Quelles sont les plus fréquentes et quelles sont les plus graves? Alors, parmi les douleurs les plus fréquentes et les plus graves, c'est les syndromes coronaires aigus. Les syndromes coronaires aigus, ça regroupe plusieurs entités. Donc, je vais traiter surtout les syndromes coronaires STEMI, c'est-à-dire sus-décalage du segment ST, et les syndromes coronaires aigus non STEMI, c'est-à-dire sans sus-décalage du segment ST. La dissection de l'aorte est grave, mais c'est vrai qu'elle est peu fréquente, fort heureusement, mais il faut savoir la chercher. Donc, je vais la traiter aussi. L'embolie pulmonaire est relativement fréquente et l'embolie pulmonaire, on la voit dans différentes disciplines, non seulement en médecine, mais aussi en chirurgie, en réanimation. C'est aussi, il faut toujours y penser, on y reviendra. Et la tamponnade aussi, qui n'est pas du tout rare, il faut y penser et savoir la prendre en charge. Je vais traiter ça par des cas cliniques. Je commence par le premier cas clinique. Un patient de 67 ans qui est diabétique, qui est sous ADO, il se présente 2 heures après le début de l'installation d'une douleur. Alors, les caractéristiques de la douleur, bien entendu, vous devez les chercher. Ce patient, il nous rapporte que la douleur est épigastrique, d'installation progressive et qui irradie vers le niveau du membre supérieur. Et il continue à décrire cette douleur pour dire qu'il a eu des vomissements après. Donc, il signale aussi qu'il a parfois des douleurs de ce type et qu'il est suivi pour une hernie hiatale sous-moprale. Donc, il faut faire attention devant cette description de douleur. On va y revenir. Toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut chercher les constantes. La tension artérielle, donc il a une tension à 160/100, une fréquence cardiaque à 93 par minute, la température, donc 36,9, une glycémie capillaire est élevée, donc il est diabétique, on le sait, et l'auscultation cardiaque donc, trouve que le cœur est relativement rapide, mais le rythme est régulier. Au niveau du cerveau, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de déficit et il est conscient. Au niveau des poumons, l'auscultation pulmonaire est normale, donc il n'y a pas de crépitant, il n'y a pas de problème au niveau de l'auscultation pulmonaire. Comme le médecin est un petit peu bien sérieux, donc devant les douleurs abdominales dont il avait parlé, il a cherché au niveau de l'abdomen qui est souple, dépressible, sensible au niveau de l'épigastre, sans défense. Il continue à l'interrogatoire, il découvre que l'infarctus du myocarde chez sa mère donc à l'âge de 57 ans. Quelle est notre conduite à tenir? Bien entendu, vous avez deviné, c'est l'électrocardiogramme. Alors, l'électrocardiogramme, quand vous le voyez, donc si vous le voyez, je vous laisse une seconde, vous voyez bien qu'il y a un sus-décalage en D2, en D3 et en AVF, d'accord? Et aussi, qu'est-ce qu'on voit? Un sus-décalage en V4, V5 et V6. Donc, c'est clair qu'il s'agit bien d'un sus-décalage dans le territoire inférolatéral. Donc, au total, c'est un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST dans le territoire inférolatéral. Deuxième question, quelle est votre conduite à tenir devant cet électrocardiogramme? Il faut toujours un traitement adjuvant avant la revascularisation en pré-hospitalier, l'aspirine, le clopidogrel et soulager la douleur par des antalgiques le plus fort possible. Et bien entendu, si la tension le permet, on peut donner des dérivés nitrés qui vasodilatent un petit peu les vaisseaux, démarrer l'héparine ou l'enoxaparine.
Et l'objectif, comme c'est un syndrome coronaire avec sus-décalage du segment ST, c'est de revasculariser l'artère. Alors, la question, c'est quelle méthode il faut utiliser pour la revascularisation? Qu'est-ce qu'on va choisir pour notre patient? Donc, on sait que devant cette électrocardiogramme, c'est une urgence pour revasculariser. Il faut attendre aucun autre examen complémentaire, notamment les troponines. On peut les demander, mais jamais ne les attendre. On sait pertinemment qu'ils vont être élevés. La question que toujours qu'on se pose, c'est que quelle méthode il faut utiliser? Est-ce que c'est pharmacologique ou mécanique? Attention aux délais et aux contre-indications à la thrombolyse. Il faut éliminer les contre-indications à la thrombolyse. Vous les connaissez, des contre-indications absolues et relatives. Les contre-indications absolues, l'hémorragie cérébro-méningée, un AVC ischémique dans les 6 mois préalables, un trauma crânien dans moins d'1 mois, chirurgie majeure moins de 3 semaines, dissection de l'aorte, hémorragie digestive dans moins d'1 mois, trouble de l'hémostase. Les relatives, donc il faut faire attention selon effectivement l'état de l'urgence du patient, un AIT dans les 6 mois, traitement par les AVK, grossesse ou première semaine du postpartum, cirrhose, endocardite infectieuse ou une hypertension artérielle non contrôlée qu'il faut d'abord baisser. Donc, aux urgences, il faut poser le diagnostic de ST+, au maximum 10 minutes après le premier contact. Une fois le diagnostic posé, 2 questions. Indication et la revascularisation. Devant toute douleur thoracique, typique ou atypique, moins de 12 heures, avec un sus-décalage du segment ST, donc ce sus-décalage dans au moins 2 dérivations, et ou un bloc de branche gauche ou un bloc de branche droit récent. Donc, il faut penser, il faut y aller pour ouvrir l'artère. Maintenant, comment? Le choix de la méthode de revascularisation dépendra de 3 paramètres. Le premier paramètre, si le patient est en état de choc ou des complications, il n'y a pas d'indication à la thrombolyse. Il faut aller ouvrir par l'angioplastie, parce que là, c'est une extrême urgence. La proximité d'un centre d'angioplastie, quand il est disponible, bien entendu, et quand on peut faire l'angioplastie dans moins de 2 heures, il faut y aller. Et quand il n'y a pas de contre-indication à la thrombolyse, dans ce cas, effectivement, il faut savoir choisir la thrombolyse, plutôt, s'il y a une contre-indication à la thrombolyse, il faut choisir l'angioplastie. Alors, préférez l'angioplastie maintenant si l'angioplastie n'est pas réalisable dans moins plutôt préférer la thrombolyse si l'angioplastie n'est pas réalisable dans moins de 2 heures. Comment on peut faire la thrombolyse? Il y a la ténectéplase, qu'on appelle métalyse, d'ailleurs c'est la seule qu'on a au Maroc, qu'il faut administrer dans moins de 10 minutes après le diagnostic, donc d'après les recommandations de 2018. On préfère l'angioplastie primaire si le délai effectivement est moins de 2 heures, présence de contre-indication à la thrombolyse, échec de la thrombolyse, s'il y a des complications, notamment un OAP ou une complication mécanique, si un arrêt cardio-respiratoire est suscité, un choc cardiogénique, ou s'il y a un doute diagnostique, d'accord? Donc, on préfère plutôt l'angioplastie. Comment faire l'angioplastie? D'abord, je voulais vous montrer un petit peu pour ceux qui n'ont jamais manipulé la métalyse. La métalyse, elle se présente comme ça. Donc, on a une seringue de 10 ml avec une boîte, un flacon de 20 ml. Donc, il y a une poudre qu'il faut mélanger avec ce liquide de 10 ml. Et surtout, une chose importante que vous devez connaître, ne jamais utiliser une tubulure contenant un soluté glucosé, jamais. Donc, plutôt du sérum salé. Et puis, on administre la ténectéplase en 5 à 10 secondes en fonction du poids. Voilà comment ça se passe. Un sujet qui a moins de 60 ans, on donne 6 millilitres. Un sujet entre 60 et 70, on va vers le chiffre le plus haut, c'est 7 millilitres. Patient entre 70 et 80, on donne 8 millilitres, etc. Donc, vous voyez bien que la posologie est très facile et que la manipulation du produit est très facile. Donc, surtout, je parle avec les médecins généralistes, les urgentistes, il ne faut pas être que des orientateurs, il faut agir, il faut essayer de thromboliser. Alors, notre patient, comme on était proche de l'angioplastie, et c'était la journée, on a opté pour l'angioplastie primaire.
Donc, voilà, donc on a fait la coro, c'est ça la coronaire droite. On voit bien qu'il y a une sténose au niveau de la partie moyenne de la coronaire droite. Donc, voilà, donc il y avait un guide, puis un ballon qui était gonflé en regard de la sténose. Et voilà le résultat, donc après la dilatation. Là, je vais vous montrer les deux en même temps. Voilà, donc la sténose au niveau de la coronaire droite et le résultat final après l'angioplastie. Donc là, parce que le patient a eu de la chance, la salle de cathé était disponible et il était pas loin de la salle de cathé, donc on avait opté pour l'angioplastie. Maintenant, donc, que disent les recommandations concernant les délais? Le premier, ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre le premier contact médical et le CG, c'est moins de 10 minutes. Deuxième chose, le délai maximal entre le CG et l'angioplastie, 2 heures. Troisième chose, si on opte pour l'angioplastie, il faut la faire dans les 10 minutes. C'est pour ça que j'insiste, il faut, dès que le diagnostic est posé et que vous avez la possibilité de faire la fibrinolyse, c'est dans les 10 minutes qu'il faut la faire. Une fois est faite, il faut déclencher votre montre pour faire le point et l'efficacité au bout d'1 heure. Au bout d'1 heure à 1 heure et demie, il faut voir un petit peu l'efficacité du médicament, c'est-à-dire est-ce que la douleur a cédé, est-ce que le sus-décalage a baissé, est-ce que des fois on peut avoir un trouble du rythme type de Riva, donc il faut chercher les signes de reperfusion. Et le délai entre l'injection de la fibrinolyse et la coronarographie, si on ne pouvait pas la faire au tout début, c'est entre 2 et 24 heures. Donc, une fois on a fait le traitement d'urgence a été réalisé, donc à la sortie de l'hôpital, c'est toujours le même basique, BASIC, bêta-bloquant, aspirine, statine, inhibiteur de l'enzyme de conversion et clopidogrel. Donc, vous devez absolument avoir en tête ces médicaments. Et aussi, il faut ajouter furosémide s'il y a une congestion, les antagonistes de l'aldostérone si la fraction d'éjection est basse, ou s'il y a un diabète ou insuffisance cardiaque. L'IPP systématique en double anti-agrégant plaquettaire, il faut préférer la pantoprazole. Et mesures hygiénodététiques, il ne faut pas les oublier, notamment le tabac, l'obésité et l'alimentation. Donc, c'est très important. Donc, notre patient, il avait des douleurs quand même qui sont un petit peu atypiques, épigastriques. D'ailleurs, il était traité pour un problème digestif un an au préalable, probablement qu'il avait des douleurs au préalable et on prenait ça pour le compte des douleurs épigastriques. Donc, il faut toujours penser aux problèmes cardiologiques. Autre atypie au niveau du dos, irradiation au niveau isolé, ou des fois même il n'y a pas de douleur, surtout chez les diabétiques ou les obèses, ou effectivement ce qu'on appelle l'ischémie silencieuse. Et il faut y penser devant une dyspnée, surtout chez les sujets âgés et les diabétiques. Et d'autant plus s'ils ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Les messages à retenir. Jamais troponine pour poser le diagnostic du syndrome coronaire aigu. L'échocardiographie transthoracique n'est jamais urgente, au risque de retarder le geste de revascularisation. On ne la fait que si on suspecte une complication mécanique pour une chirurgie. Donc, jamais ne demandez une échocardiographie pour quelqu'un qui a un sus-décalage du segment ST. Le seul examen complémentaire urgent à faire en cas de suspicion de syndrome coronaire ST+, c'est l'ECG. Et sur l'ECG, on peut très bien traiter. Deuxième cas clinique, c'est un homme de 74 ans, tabagique, chronique, à 30 paquets années, hypertendu depuis 15 ans sous amlodipine, qui se présente aux urgences pour une douleur thoracique rétrosternale, survenant au repos, constrictif, prolongé plus de 20 minutes, irradiant vers la mâchoire, apparu il y a 5 heures, sans autre signe associé. À l'examen, la tension artérielle elle est à 154/84, une fréquence cardiaque à 90 battements. Il n'est pas fébrile. L'auscultation toujours cœur, poumon et cerveau. Bruit du cœur normaux régulier. Auscultation pulmonaire, rien de particulier. Le cerveau, rien de particulier. Quelle serait votre conduite à tenir? Bien entendu, vous avez très bien compris, c'est l'ECG. Qu'est-ce qu'on trouve à l'ECG? Là aussi, je vous laisse une seconde. Qu'est-ce qu'on voit sur l'ECG? On voit clairement qu'il y a une onde T négative de V3
jusqu'à V6. Et on voit aussi qu'il y a une onde biphasique en D2 et un petit peu, on ne voit pas très bien, mais surtout en VF. Donc, il y a quoi? Des ondes T négatives en V3 à V6 et des ondes T biphasiques en D2 et VF. Quelle est notre conclusion clinique chez ce patient? Douleur thoracique typique d'Angor, ischémie sous-endocardique en antéro-apicolatérale à l'électrocardiogramme. Maintenant, la prochaine étape, quelle est ou quels sont vos diagnostics et comment on peut les confirmer? Bien sûr, vous avez compris, c'est un syndrome coronaire sans ST+, non STEMI. On peut suspecter la dissection de l'aorte, mais que ça reste peu probable. Est-ce qu'une myocardite ou une péricardite? C'est possible d'avoir une myopéricardite avec des lésions comme ça. Une embolie pulmonaire, là aussi, c'est très peu probable. Il faut toujours avoir un esprit critique, il faut penser aux autres douleurs, mais là, c'est clair qu'on a beaucoup plus vers les douleurs d'origine cardiovasculaire, notamment NSTEMI. Alors, pourquoi? Donc, l'intérêt de l'anamnèse, c'est très important. Les NSTEMI, on peut très bien y penser ou avec une forte probabilité devant des facteurs de risque cardiovasculaire. Notre patient est diabétique, hypertendu et à un âge avancé. Et l'examen clinique, qui en général ne montre rien de particulier, peut être tout à fait normal. Le CG, bien sûr, va nous orienter. Et puis, les examens complémentaires qu'on peut demander. Donc, la douleur, c'est le principal symptôme. Donc, c'est peut-être un angor de repos prolongé plus de 20 minutes. Angor de novo sévère, c'est-à-dire qui apparaît pour la première fois, mais qui est sévère. Aggravation progressive et récente d'un angor qui était stable jusque-là. Un angor crescendo, c'est-à-dire qui s'aggrave dans le temps. Ou un post-infarctus. Le CG, il faut le faire dans les 10 minutes suivant le premier contact, qui peut montrer soit un sous-décalage de segment ST, soit des entités amples ou négatives, mais le CG normal associé à une douleur typique n'exclut pas un syndrome coronaire ST-. Il faut faire attention. Que disent les recommandations? Il y a de nouvelles recommandations qui sont sorties en 2020 concernant le syndrome coronaire ST-. C'est qu'il faut utiliser bien sûr les troponines, mais les troponines hypersensibles. Donc, c'est très important. Il recommande d'abandonner les troponines classiques parce que ça retarde un peu. L'hypersensible, on les fait à 0 heure et à 1 heure. Si troponines négatives à 0 heure, on les refait à 1 heure et on voit l'état clinique est évocateur, donc on y va. Si encore à 1 heure ils sont négatifs, on peut les refaire à 3 heures. Le restant, donc notre patient, donc il y a une troponine élevée, une créatine qui reste normale. Bon, il faut calculer la clearance, donc c'est vrai qu'elle n'est pas mentionnée. L'hémoglobine correcte, il n'y a rien de spécial. La glycémie 1,47. Il faut voir plus tard cette glycémie chez ce patient. Donc on peut dire, comme les troponines sont maintenant élevées, qu'il s'agit bien d'un syndrome coronaire sans sus-décalage du segment ST. On sait bien que c'est une urgence diagnostique et que c'est une complication thromboembolique de l'athérosclérose et qui peut évoluer vers une STEMI si on ne fait rien du tout, voire même un décès. Les recommandations de 2020 sur le syndrome coronaire non STEMI, vous voyez bien qu'il y a 0 heure à 1 heure. Donc, à 0 heure, si vraiment c'est bas, il faut faire à 1 heure et s'il n'y a rien du tout, le risque que ça soit pas un syndrome coronaire est très élevé. Donc, peut-être que c'est autre chose. Il faut chercher par un stress ou un coroscan ou autre examen. Maintenant, si au contraire, les troponines sont élevées, là, le risque est élevé. Il faut aller vers la prise en charge du patient. Et si, donc, il y a toujours un doute, au bout de 3 heures, il faut le refaire. Là, vous voyez bien, là, on fait l'échographie avec les troponines à 3 heures parce qu'on peut gagner du temps si l'échographie montre des anomalies. Donc, c'est une répétition. Donc, pour la population générale, quand elle se présente, on fait un électrocardiogramme et puis on voit s'il y a un syndrome, s'il y a un non-STEMI, on commence par les troponines à 0 heure, à 1 heure. Et maintenant, au bout d'1 heure, on est
on est toujours un peu, on suspecte toujours, on fait les troponines à 3 heures en même temps que l'échocardiographie pour prendre en charge ce patient. Donc, quelle conduite à tenir? Donc, on est devant une enstémie confirmée, devant les cliniques, le CG et les troponines. Il faut bien entendu stratifier le risque. Il faut hospitaliser et traiter le malade. La stratification du risque, là aussi, c'est très important parce que ce patient a en même temps un risque ischémique et un risque hémorragique. Donc, il faut bien calculer le risque ischémique et le risque hémorragique. Donc, le traitement invasif ou la coronarographie avec un geste de revascularisation, actuellement, donc, ces stratifications ont 3 risques. Auparavant, c'était 4 risques. Le risque très haut, le très haut risque, le haut risque et le faible risque. Le très haut risque, donc il faut faire la coronarographie dans les 2 heures. C'est quoi le très haut risque? C'est l'instabilité hémodynamique ou un arrêt cardiaque, un angor qui est récurrent ou réfractaire, des arythmies menaçantes, une complication mécanique, une insuffisance cardiaque ou présence d'un sous-décalage dans 6 dérivations. Il faut toujours voir aussi l'AVR. S'il y a un sous-décalage en AVR, c'est un patient qui est à haut risque. Donc, il faut faire la coronarographie dans les 2 heures. Le patient à haut risque, c'est-à-dire il faut faire la coronarographie dans 24 heures, donc enstémie confirmée, modification dynamique du segment ST, un sus-décalage transitoire et quand le score de Grace que vous pouvez télécharger Internet supérieur à 140. Quand il n'y a aucun de ces éléments, on peut dire que le patient est à faible risque. Alors, le risque hémorragique, vous voyez bien qu'il y a toute une série, donc je ne vais pas vous les énumérer tous, mais il faut vraiment les connaître, il faut les avoir dans un petit carnet et les chercher parce que vous allez voir dans le traitement, ça dépendra vraiment de ces facteurs de risque. Et on dit que le patient a un risque hémorragique élevé quand il y a un risque majeur ou 2 risques mineurs et très, très haut quand ça dépasse un risque majeur. Quelle est la conduite à tenir médicale? Lutter contre l'ischémie, bien sûr, par les bêta-bloquants, les dérivés nitrés, inhiber la coagulation par l'HBPM ou l'HNF, inhiber l'agrégation plaquettaire par l'aspirine, dose de charge de 300 mg, suivie d'une dose d'entretien de 75 à 100 mg. Mais ce qui est nouveau actuellement, on ne donne pas de clopidogrel systématique. Si on va faire la coronarographie dans 24 heures. Donc, si la coronarographie va se faire dans les 24 heures, on ne donne pas de clopidogrel, on ne le donnera que plus tard, ou quand on ne connaît pas l'anatomie coronaire. Attention, un autre élément que vous devez connaître, il n'y a pas d'indication à la fibrinolyse dans le enstémie. Donc, la fibrinolyse, c'est dans les stémies. J'en ai vu effectivement des questions que la fibrinolyse est pour les stémies et non pour les non-stémies. Alors, notre patient. Alors, effectivement, il y a une sténose qui est serrée au niveau de l'IVA et après avoir dilaté et mis un stent, vous voyez bien que là, l'artère a repris une très belle dimension. Alors, ce que je disais tout à l'heure, notre patient, il est là. Il est là, donc il faut faire un peu sur le point vert, il faut faire ce qui est le risque ischémique et le risque hémorragique. Et tout ça, on peut le faire en fonction de plusieurs éléments. De l'âge, ses caractéristiques, du patient, ses caractéristiques, l'âge, le sexe, la race, les histoires ischémiques, les histoires hémorragiques, la présentation clinique, syndrome coronaire stable ou syndrome coronaire aigu, les comorbidités, insuffisance cardiaque, diabète, insuffisance rénale, d'autres médicaments, les anticoagulants, ou est-ce que le patient, on va lui faire une angioplastie, on va faire un pontage, etc. Donc, il faut absolument savoir dans quelle catégorie le patient est là. Pourquoi? Parce que vous allez voir, le traitement dépendra vraiment de ça. D'abord, on commence par le risque hémorragique en premier lieu. Donc, quand le patient il a un syndrome coronaire aigu, on commence par l'héparine ou l'énoxaparine, bon, bivalirudine, on ne l'a pas, et puis on va voir le risque hémorragique. Le risque hémorragique, s'il est très élevé, very high, dans ce cas, vous voyez bien que le patient va recevoir l'aspirine et clopidogrel
uniquement 1 mois. Et puis, il aura clopidogrel après. Maintenant, si le risque hémorragique toujours est élevé, high, comme j'ai dit, un risque majeur ou de facteurs mineurs, dans ce cas, il va prendre l'aspirine et clopidogrel pendant 3 mois et puis il ne prendra que l'aspirine. Maintenant, si le risque hémorragique est faible, dans ce cas, on va voir le risque ischémique. Donc, c'est en deuxième position. Si le risque hémorragique est faible, donc le patient va prendre l'aspirine avec ticagrelor. Ticagrelor, on l'a au Maroc actuellement, c'est le Brilique, pendant 3 mois, et puis il va prendre le ticagrelor après. Maintenant, si le patient a besoin d'un traitement anticoagulant, parce qu'il a une FA, parce qu'il y a un thrombus, etc., donc on utilisera le rivaroxaban. Mais avant, bien sûr, si le risque est faible, il va prendre soit l'aspirine avec clopidogrel, soit l'aspirine avec ticagrelor, soit l'aspirine. Ça c'est le prasugrel, on ne l'a pas. Et puis, on va voir en fonction du patient. S'il a vraiment besoin de l'anticoagulation, le rivaroxaban, il va le suivre. Et puis, sinon, donc, il va prendre 2 anti-agrégations pendant plus de 12 mois. Donc, vous voyez bien que le risque a complètement, la conduite thérapeutique a complètement changé dans le syndrome coronaire non-stémie. On tient compte du risque hémorragique d'abord, et puis on voit le risque ischémique. Alors, notre patient, bien sûr, il faut lui donner le basique et les autres médicaments, donc selon les autres comorbidités. Et puis, ce que je veux dire, c'est que le clopidogrel, dont la durée dépendra du risque hémorragique et ischémique, ce n'est pas systématique, donc il faut changer un petit peu notre manière de penser. Je récapitule pour dire que la clinique est le premier lieu, donc une douleur importante. Le CG, bien entendu, c'est ce qu'il faut faire après une douleur thoracique. Les troponines, les faire, mais jamais les attendre dans le ST+. Mais par contre, dans non-stémie, ça nous permet de les classer, de les stratifier. Et puis, effectivement, on prendra en charge selon les résultats qu'on va trouver. Troisième cas clinique, un patient de 65 ans, hypertendu depuis 10 ans, sous amlodipine, tabagique chronique à raison de 30 paquets années, qui se présente pour douleur aiguë et radiant vers la mâchoire, les membres. Examen clinique, il a une tension à 100 sur 60, fréquence tachycarde. Il n'y a rien au niveau cardiaque, difficile plutôt, auscultation pulmonaire sans problème, pulmonaire sans problème. Quelles sont nos hypothèses diagnostiques? Bien entendu, il faut éliminer les urgences. Syndrome coronaire, dissection, embolie, péricardite. Quel examen on va demander? Comme toujours, le CG. Qu'est-ce qu'on voit sur ces 2 CG? Donc, la même chose, on ne voit rien. On voit une tachycardie, sans plus. Donc, qu'est-ce qu'on va demander? Quel autre examen on va demander? On va demander une radio. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on voit sur la radio? Vous êtes fort, effectivement. Il y a un élargissement médiastinal. Donc, on peut déjà commencer à suspecter le diagnostic. L'échographie transthoracique, on voit une discrète fuite aortique, mais on ne voit rien. La biologie, on trouve les troponines qui sont faibles à première détermination et à la deuxième détermination. Par contre, les dédimères sont au plafond. Donc, quelle est notre conduite à tenir? Diagnostic, bien sûr, on va relativement changer l'ordre. Dissection en premier, devant l'élargissement et la douleur. L'embolie pulmonaire, du moment que j'ai trouvé les dédimères élevés. Syndrome coronaire, c'est très peu probable. Les autres sont peu probables aussi. Quel examen complémentaire vous allez demander? Bien sûr, si on pense à une dissection, l'échographie transœsophagienne ou un scanner thoracique selon la présence. Notre patient, on lui a fait un ETO où on a vu effectivement au niveau de l'aorte abdominale une dissection de l'aorte thoracique, pas abdominale, descendante, l'aorte thoracique descendante. Le scanner confirme la dissection de l'aorte. Donc, c'est une dissection de type B parce que l'origine n'est pas touchée. Donc, la dissection de l'aorte, vous savez très bien que ça peut toucher l'origine ou au-delà de la crosse. Quand ça touche l'origine, on parle de dissection de type A. Quand ça ne touche pas la crosse, c'est une dissection de type B. Les gestes que nous, dans notre observation, on a omis. Donc, il faut toujours se critiquer et se dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Première chose, on n'a pas mesuré la tension artérielle. Il faut la mesurer systématiquement au niveau des 2 bras.
Deuxième chose, on n'a pas palpé les poux fémoraux. Et on sait très bien, devant une dissection de l'aorte, il y a toujours une diminution des poux fémoraux par rapport aux poux des membres supérieurs. Et troisième erreur qu'on n'a pas fait, ou plutôt qu'on a omis, c'est on n'a pas cherché à l'échographie l'aorte abdominale. Et on peut très bien voir la dissection à l'échographie abdominale, vraiment, et rapidement. Donc, ce patient, donc, il faut hospitaliser en urgence, mise en condition. Donc, monitorage continu, donner des analgésiques, contrôler la tension, la fréquence cardiaque par les bêta-bloquants, support adrénergique si c'est instable, maintenir la ventilation spontanée et arrêt tout traitement anticoagulant. Et il faut voir un petit peu les scores de probabilité, c'est donc les recommandations de 2013, selon le contexte du haut risque. C'est quoi le contexte du haut risque? C'est le Marfan, l'histoire familiale, valvulopathie aortique, anévrisme de l'aorte, geste sur l'aorte, douleur de haut risque, douleur au niveau de la poitrine et de l'abdomen, intensité avec aspect de déchirure, et signe de haut risque, c'est un déficit de perfusion, soit rénale, soit mésentérique, etc. Donc, devant une douleur, une dissection de l'aorte, donc si l'état hémodynamique est instable, on y va directement vers le TT ou le TO ou scanner. Si le corps est stable, on peut se permettre d'aller faire ce qu'on appelle les dédimères. Donc, les dédimères, effectivement, on ne les demande que si le risque est faible. Et puis, on va voir en fonction des dédimères positives ou pas, et pour aller vers le scanner ou le TO et confirmer le diagnostic. Là, si la probabilité est élevée, on va directement par l'échographie transthoracique si on arrive à voir. Sinon, on va aller par le scanner ou le TO et la conduite à tenir dépendra de ce qu'on va trouver. L'échographie thoracique en urgence, si positive, intervention immédiate avec ETO au bloc, si négative, donc ETO angioscanner en urgence. Alors, le score 0 ou 1, donc selon les dédimères, la radio et l'échographie, positive, et quand c'est donc TDM ou le TO, s'ils sont 3 négatifs, donc il faut penser à un autre diagnostic. Score 2 ou 3, donc aller directement à l'échographie transthoracique, si c'est négatif, le TO ou angioscanner. Message important, si la probabilité pré-test est élevée et que le premier examen ne sont pas concluants, il faut poursuivre les explorations. En cas de dissection de type B, l'angioscanner doit être répété dans les jours suivants. Donc, il n'y a pas d'indication chirurgicale, sauf si vraiment il y a une fissuration ou un risque où il y a une lésion au niveau des vaisseaux, soit rénaux, soit digestifs. Le traitement, donc chirurgie en urgence pour le type A et surveillance médicale pour le type B et surtout faire baisser les chiffres tensionnels et arrêter tous les traitements coagulants. Quatrième cas, un patient, 75 ans, c'est une dame, fracture du plateau du tibia opérée il y a une semaine, douleur latérothoracique en coup de poignard avec dyspnée depuis 2 jours. L'examen, donc la tension correcte, la fréquence est très élevée, la saturation reste correcte, la fréquence respiratoire est élevée. Il y a une polypnée superficielle, auscultation cardiaque, il y a une tachycardie, auscultation pulmonaire, il y a un sibilant à droite, l'examen neurologique, la patiente est consciente. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Devant ce qu'on vient de voir, donc bien entendu, l'embolie pulmonaire est le premier examen qui nous passe à la tête parce que patiente qui vient d'être opérée et qu'elle était alitée. L'asthme, peut-être, parce qu'il y a eu des sibilants, mais bon, le pneumothorax, très peu probable. Et les autres causes cardiaques, il faut bien entendu y penser sans vraiment les retenir. Donc, on a retenu l'embolie pulmonaire. Comment on doit faire notre stratégie? Donc, on suspecte le diagnostic, on établit la probabilité, puis on choisit l'examen paraclinique. Pour suspicion de diagnostic, sur les symptômes, les facteurs de risque et les examens complémentaires. Les symptômes, il y a la douleur, la dyspnée, la syncope ou l'hémoptysie, l'état de choc. Les facteurs de risque qui sont liés soit au patient, soit à l'environnement du patient. Donc, un terrain, surtout s'il y a un terrain de cancer ou de thrombophilie, rechercher une thrombose, soit patente, soit latente, de façon systématique. Et puis, les examens complémentaires. Alors, les examens complémentaires, la radio, le CG, la gazométrie, rarement qu'on l'utilise. Pour la radiographie, fréquemment, elle est normale.
mais bon, des fois, on peut avoir des petites lésions vraiment en distalité. Le CG, il faut chercher ces signes. Le S1, donc vous voyez bien une petite déflexion en T1. Le Q3, donc en T3, donc on cherche le S1, Q3. Puis, on cherche effectivement ces blocs de branches droits qui apparaissent en V1, V2. Et des fois, on a d'autres lésions. Puis après, on établit la probabilité clinique. Cette probabilité clinique dépendra, donc elle est peu sensible et peu spécifique. C'est pour ça qu'il faut chercher le facteur de risque thromboembolique et évaluer clinique. Il y a 2 scores, le score de Wells et le score de Genève. Vous les connaissez tous. Le score de Wells, effectivement, qui se divise en 3 niveaux, faible quand c'est inférieur à 0, intermédiaire entre 1 et 2 et fort supérieur à 3. Le score révisé de Genève, je crois que donc, ce qu'on utilise le plus, du moins dans le service, la probabilité donc, peut être soit inférieure ou égale à 4, probabilité moyenne entre 5 et 8 et probabilité forte supérieure à 9. Et donc, elle se base sur l'âge, les antécédents, les symptômes et les signes cliniques. Notre patient, qu'est-ce qu'il avait? Donc, il a un âge supérieur à 65 ans, donc 1 point, antécédents chirurgicaux 3 points, fréquence cardiaque donc 5 points, et donc c'est une dame, forte probabilité de 9. Et puis, quel examen choisir? Donc, quel examen vous allez demander en plus? Les dédimères, est-ce qu'ils sont utiles? Produits de dégradation, donc quand c'est inférieur à 50, quand le patient a moins de 50 ans, la valeur négative moins de 500, quand les sujets au-delà de 50 ans, donc c'est 10 fois l'âge. Elle est non interprétable si le patient est sous anticoagulant ou donc non spécifique si le patient a un cancer ou une infection ou une chirurgie. Alors, notre patiente, donc on l'a déjà vu, tachycardie, S1Q3, bloc de branche droit, et on a des troubles de repolarisation, des ondes T négatives de V1 à V3. La radio du thorax, comme on l'a dit, normale. L'échocardiographie, qu'est-ce qu'elle peut montrer? Vous voyez bien qu'il y a, ça c'est le VG, donc il y a un septum qui est complètement aplati et le ventricule droit est dilaté. Et on voit aussi qu'il y a un thrombus, un caillot au niveau de l'artère pulmonaire. Notre patient donc, a une numération relativement normale, il n'y a rien de particulier. Et puis, donc, il y a des dédimères qui sont plafonds, BNP aussi élevé, les troponines ultrasensibles aussi élevées. Y a-t-il un intérêt à demander les dédimères chez ce patient? Non. Pourquoi? Parce que la probabilité clinique est forte et que il faut faire l'angioscanner thoracique d'emblée. Toutefois, un intérêt quand la probabilité est faible. L'angioscanner, donc il y a eu un thrombus qu'on a vu déjà à l'échographie. Et est-ce qu'il y a un intérêt à demander les BNP et les troponines? Oui, c'est pour stratifier le risque. Pourquoi on stratifie le risque? Pour voir est-ce que c'est un patient qui va nécessiter une fibrinolyse, donc une reperfusion immédiate, ou est-ce que c'est un patient qui va être à bas risque, qui va être traité en ambulatoire. Donc, on peut traiter le patient en ambulatoire si le risque est faible. Et l'intermédiaire, donc on hospitalise et on prend en charge ce patient. Donc là, effectivement, c'est la sévérité, la version simplifiée de PESI. Donc là, sur l'âge, la présence ou pas d'un cancer, d'insuffisance cardiaque, insuffisance pulmonaire, la tachycardie, la tension artérielle et la saturation. La probabilité ou le risque est donc de PESI ou le SPESI, c'est-à-dire simplifié, stabilité hémodynamique, arrêt cardiaque ou choc obstructive ou hypotension ou persistante ou arythmie, dans ce cas, c'est un risque élevé. Donc, ce patient, il doit nécessiter une fibrinolyse. SPESI, qui est au moins égal à 1, donc quand le sujet est supérieur à 80, saturation inférieure à 90, tension basse, fréquence supérieure à 110, cancer, etc., c'est un risque intermédiaire. Il faut hospitaliser. Aucun de ces facteurs, le patient a un risque faible, on peut le traiter à domicile. Voilà, donc c'est vu d'une autre manière. L'arbre décisionnel devant l'examen clinique, il n'y a pas de signe de choc. Donc, SPESI égale 0, le risque est faible. Maintenant, le SPESI entre 3 et 4, dans ce cas, il faut le prendre hospitalisé, le traiter. Quand le risque est à choc et le risque est élevé, il faut fibrinolyse.
Quel est le risque de notre patiente? C'est une patiente de 75 ans, tension élevée, fréquence à 110, saturation à 96, ventricule droit dilaté, biomarqueur élevé. Donc, c'est un risque intermédiaire. Il faut l'hospitaliser, mise en condition, stratifier le risque, démarrer le traitement anticoagulant, héparine avec relais, anticoagulation orale, soit AOD, soit AVK. Donc, ce qu'on a au Maroc, c'est Xarelto et les cuisses, mais il faut faire attention à la fonction rénale, au poids, et donc pour démarrer le traitement. Le dernier cas clinique, c'est une dame, soit 45 ans, suivie pour un néo du sein sous chimiothérapie, se présente pour douleur thoracique avec dyspnée. L'examen clinique, elle a une tension, il faut faire attention, 180. On va revenir sur ça tout à l'heure. Saturation reste correcte, la fréquence cardiaque élevée, température relativement, elle est aussi élevée. L'examen cardiaque, on n'entend rien. Avec surgestion des veines jugulaires, il n'y a rien sur le poumon, il n'y a rien sur le cerveau. Quel examen on va demander d'emblée? Le CG, bien entendu. Le CG, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ce qu'on appelle l'alternance électrique. Vous voyez, un grand complexe, un petit complexe, un grand complexe, un petit complexe. Donc ça, quand il y a un épanchement important, donc on peut dire qu'il s'agit bien d'un épanchement péricardique important. La radiographie, bon, si on la fait, on peut ne pas la faire. On voit bien qu'il y a un gros cœur radiologique. Et vous voyez bien, l'épanchement est très important avec un cœur qui danse à l'intérieur de l'épanchement. Bien sûr, il s'agit d'une tamponnade, douleur thoracique, diminution des bruits, signe droit, dyspnée et cette petite tension. Il faut faire attention. Les tensions pincées, il faut toujours avoir un tilt et se dire est-ce qu'elle n'est pas en train de faire une tamponnade. Donc, et le CG, bien sûr, la radio et l'échographie vont confirmer la chose. Devant une péricardite, donc éliminer l'urgence qui est la tamponnade, soulager le patient par une ponction, un drainage, chercher l'étiologie en deuxième intention, après avoir soulagé, après avoir éliminé l'urgence, bien entendu pour traiter. Donc là, l'échocardiographie, elle est d'un grand apport parce qu'elle va nous montrer ce qu'est une tamponnade quand l'épanchement est au-delà de 20 mm en diastole, alors que pas de tamponnade quand l'épanchement est moins. Et puis, on décidera en fonction, est-ce qu'il faut faire une péricardosynthèse ou carrément un drainage chirurgical, selon les disponibilités et selon Saad? Je crois qu'on a perdu Madame Hebbel. Oui. Monsieur Saad, tu es là? Oui, je vous entends. Je crois qu'on a perdu Madame Hebbel. Oui. Salim, tu peux la rappeler éventuellement sur son portable? Oui, Donc, on a eu un petit souci technique, donc je vous demande de rester patient le temps que la connexion avec Madame la professeure Hebbel se rétablisse. Pour reprendre le 5e cas clinique, je pense qu'avec lequel on va finir. Sinon, prenez déjà note, c'est-à-dire prenez note, écrivez de côté vos questions et on se fera le plaisir de répondre à toutes ces questions. La douleur thoracique, c'est une affaire qui intéresse tout le monde. Omnipraticien, intensiviste, cardiologue, les interventions, cardiologie générale, les cardiologues interventionnels, les cathétériseurs. Donc, c'est une pathologie qu'à l'aube de 2020, on n'a pas le droit de rater ces diagnostics, et particulièrement le ST+. On a fait beaucoup d'efforts là-dessus, que ce soit au niveau de la cardiologie qu'au niveau des urgences, pour simplifier cette prise en charge. On a fait beaucoup d'efforts pour la formation quant à la lecture rapide de l'ECG. Et je pense, encore une fois, en 2020, on n'a pas le droit, on n'a aucune excuse pour rater ce diagnostic ST+. Je pense que c'est le diagnostic le moins cher. C'est un examen clinique et un petit ECG et vous avez votre diagnostic. La relais à l'AMSKIN. Donc voilà, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je dirais à partir d'hier, il ne faut plus rater ce diagnostic où on soit. Voilà.
Alors, Salim, tu as une idée par rapport à Madame le professeur Bell? Elle essaie de se reconnecter dans un souci de Très bien. connexion. Donc, elle essaye. Donc, on continue la discussion le temps qu'elle se reconnecte. Quand vous allez poser vos questions, ils vont sortir chez nous, moi et Salim, sur le côté panéliste. Donc, nous allons ouvrir ce côté par la suite et on va essayer c'est-à-dire de classer les questions par spécialité pour ne pas se répéter. Et voilà. Salim, en attendant, je ne sais pas, il y a un spectateur qui nous pose la question suivante. Quand on veut donner de la métallyse, est-ce qu'on calcule selon le poids idéal ou le poids réel? C'est un peu. Enfin, j'ai pas très bien compris la question, mais je peux. Enfin, j'ai essayé de Alors, deviner. le poids réel, c'est-à-dire quelqu'un qui pèse 140 kg, c'est 140 kg. Donc, la dose max, c'est 10 cc. Et le poids idéal, nous, on le calcule par rapport à la taille de la personne. Ah, d'accord. Donc, Est-ce qu'on fait juste un poids, on va dire, global d'un adulte ou là, le poids d'ILO? chacun son poids, en fait. Chacun son poids. La seringue, elle est préétablie selon le poids et on injecte automatiquement le poids du patient. La seringue, elle est préétablie Avec un maximum, si j'ai bien compris. Hein. avec un maximum. Il y a un maximum de poids sur la seringue. Même si on dépasse 100 kg. Salim? Oui, oui, je vous entends. Pour les patients qui, je pense, Alors, il y a une limite voilà, de il y a une deuxième question. D'accord. Alors, il y a une deuxième question qui arrive de la part de Ashraf. Alors, il nous pose la question suivante. Comment se comporter avec les contre-indications relatives si on a une indication de thrombolyse? Alors ça, je me pose toujours cette question. D'accord, Est-ce excusez-moi. qu'on peut toujours garder une case pour les contre-indications relatives? Est-ce qu'on a le droit? Donc, on attendra que Madame le professeur Hebbal arrive. Alors, Ashraf, si je peux me permettre, j'ai une indication de la thrombolyse. Et j'ai une contre-indication. La contre-indication, c'est soit qu'elle est absolue et c'est bon, la conscience est tranquille, on ne va pas la faire. On a une contre-indication relative, elle dit que c'est au stylo et tu vas évaluer le bénéfice-risque. Qu'est-ce que je vais gagner derrière la thrombolyse avec cette contre-indication relative et qu'est-ce que je vais peut-être perdre si je ne fais pas de thrombolyse. Et dans ce cas-là, on fait de la concertation, on tchauro, c'est de la concertation pluridisciplinaire. C'est vrai que c'est gênant. Salim, tu as une réponse par rapport à cette question? Oui, je vais tout d'abord parler avec Saad pour qu'il repasse le lien à professeur Bell, comme ça elle essaie de Très se bien. connecter. Ça, tu es là? Oui, je vais lui envoyer le lien tout de suite. Bien. Sur son mail, Yak, Oui, On le sent, on va le faire. tout de suite. WhatsApp. Par rapport aux contre-indications relatives, généralement, il y a des contre-indications qu'on peut traiter. Par exemple, une HTA qui est sévère. On peut essayer de baisser les chiffres tensionnels et par la suite de thromboliser le patient. Sinon, il y a généralement, on peut des fois se trouver devant un patient qui est en instabilité hémodynamique, en état de mort imminente. À ce moment-là, enfin, on peut zapper ces contre-indications qui sont relatives parce que le patient il est en état de choc, donc on ne peut pas laisser son intervention. Donc, on thrombolise généralement et on essaie de faire une angioplastie primaire. Sinon, pour les autres contre-indications, ça dépend de l'état du patient. Si on est déjà devant un patient qui est instable, à ce moment-là, il faut pas hésiter, il faut thromboliser. Très bien. Aussi, Et pour l'embolie pulmonaire, Salim? généralement, toutes les contre-indications deviennent relatives, même les contre-indications qui sont absolues. Parce que généralement, devant une embolie pulmonaire avec une instabilité hémodynamique, là, le risque de mortalité est très élevé, surtout quand on ne fait pas de thrombectomie percutanée ou chirurgicale. Donc, à ce moment-là, toutes les contre-indications deviennent relatives. Alors, je te rejoins parfaitement, Salim. Ashraf, quand on a vraiment une situation vitale, toutes les contre-indications deviennent relatives. Parce que là, presque, on n'a rien à perdre. De toute façon, le malade, il risque de passer. Donc, on va tenter le tout pour le tout avec une thrombolyse, malgré la présence d'une contre-indication relative. Alors, Salim, une question de Deya Eddin. Il nous pose la question. Maintenant, la thrombolyse est inefficace et je n'ai pas de laboratoire de cathétérisme. Que faire? Et ça, c'est un grand souci.
Mais sur ça, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de miracle. Il faut une salle de cathé qui est ouverte pour ouvrir l'artère. Donc, Dans ce cas, on va se contenter d'un traitement, on va dire, conventionnel et le malade ne va pas être reperfusé à temps, je pense. oui. Mais là, on est en train de travailler sur ça au CHU. Maintenant, la salle de cathé elle est ouverte toute la journée. Il n'y a pas assez de cathétériseurs pour qu'on fasse une garde 24 heures sur 24, mais on est en train de travailler là-dessus. Des gens sont en train de se former pour que ça, c'est l'objectif. Au CHU, on doit avoir une salle de cathé qui est ouverte 24 heures sur 24. Alors, Salim, juste pour te le rappeler, c'est des questions qui arrivent de par le Maroc. Et je pense que c'est la personne qui nous a posé cette question, peut-être qu'elle est dans une ville où il n'y a pas de salle de cathé. Mais il faut transférer le patient à ce moment-là en urgence. D'accord, d'accord, très bien. Alors, une autre question, Salim, de Omeima cette fois-ci. Il nous dit, lorsqu'on a sur le CG un patient avec un syndrome coronarien aigu ST+, mais le malade, il n'a pas mal. Il est juste un peu dyspnéique. Est-ce qu'on thrombolise quand même? Oui, c'est une très bonne question. Enfin, cette question, elle représente la vie de tous les jours. Parce que nous, des fois, des cas qui sont atypiques sur lesquels nous tombons et on est obligé de gérer. Il y a ce qu'on appelle l'ischémie silencieuse. Il y a des patients qui sont soit diabétiques, qui ont une neuropathie autonome, qui empêchent la douleur de se manifester, des sujets âgés. Et on peut tomber sur des sus-décalages qui sont asymptomatiques. Et ces sus-décalages-là, il faut tout d'abord éliminer un sus-décalage qui est, enfin, il faut établir le lien avec un syndrome coronaire aigu, parce que des fois, on peut avoir chez des sujets jeunes qui ont une repolarisation précoce avec un sus-décalage, ou des patients qui ont une péricardite avec un sus-décalage. À ce moment-là, il faut faire la part des choses. Mais si on est sûr que l'évolution, c'est d'un syndrome coronaire, et on fait par exemple une échographie, et on trouve des troubles de la cinétique avec des troponines élevées, à ce moment-là, on pèse le risque, c'est-à-dire le risque ischémique par rapport au risque hémorragique. Si on a un patient qui est très âgé, avec des antécédents de saignement, à ce moment-là, le thrombolyse, c'est à éviter, c'est à faire une angioplastie en urgence. Mais si le patient, on a un patient qui est d'un âge qui est moyen, qui n'a jamais eu de problème de saignement, et la salle de cathé n'est pas ouverte, à ce moment-là, on peut thromboliser parce qu'il y a un risque vital pour le patient. Donc voilà. Mais au cas par cas, généralement, il faut discuter, il faut faire un bilan complet. Chez ce patient-là, de préférence, faire une échocardiographie, faire des troponines en urgence. Comme ça, on essaie de bien de stratifier le risque du patient. Alors, Salim, cette fois-ci, c'est une question de Naïm Abouno, que je salue beaucoup d'ailleurs. Et il te dit, bon, voilà, on a une salle de cathé qui est disponible. Donc, vraiment thromboliser, on est directement à l'angioplastie. Exactement, oui. Ça, on peut faire ça. C'est bien ça, tu confirmes? Salim, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Si on peut faire une angioplastie dans moins de 2 heures, à ce moment-là, de préférence faire une angioplastie. Il faut savoir que les syndromes coronaires, on est rejoint par Madame. Il faut savoir là. que Vous êtes là? Oui, je viens d'arriver. Très bien. Parce que c'est à moi qui sont l'ordinateur. Bonjour Sed, Salim, bonjour. Alors, essayez de nous faire reconnecter Madame Hebbel. Elle est à son 5e cas clinique. Voilà. Tout de suite, dès que M. Sed nous autorise à partager l'écran. Ça, tu peux… Voilà. De toute façon, j'ai presque fini. Ça me reste une petite partie. Ça, tu es là? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Partager l'écran. C'est bon, elle est co-animatrice. Voilà, c'est bon maintenant. Bien. Donc, on reviendra à la présentation de Madame le professeur Rachida Hebbel et on va compléter la discussion par la suite. Donc, à tout de suite. Vous arrivez à voir l'écran? Oui, oui, parfait, parfait. Merci, merci, c'est à moi. Alors, donc, ça ne me reste pas grand-chose, donc j'ai presque fini. Pour dire que l'épanchement, il faut, quand il y a un épanchement péricardique, du malade sous anesthésie locale ou c'est encore mieux par un drainage chirurgical. Pardon, une seconde. Ton téléphone. Donc la connexion, bon, parfait. Il faut faire donc un drainage
plutôt une ponction péricardique de telle sorte sur un patient de position demi-assise. Mais attention aux complications, il faut le faire vraiment en soins intensifs, tout en scope, risque de perforation ventriculaire, ponction vasculaire, IDM, ou un pneumothorax, ou des troubles du rythme, ou des lésions péricardiques traumatiques. Donc, il faut vraiment faire attention. Mais en cas de drainage chirurgical, donc les chirurgiens savent très bien la faire. L'avantage du drainage chirurgical, c'est qu'on voit, on peut faire un lavage, surtout quand c'est purulent. On peut faire une biopsie péricardique et aussi on peut faire une fenêtre pleuropéricardique ou pleuropéritonéale si c'est un cancer. Les messages à retenir devant une tamponnade. La tamponnade est une urgence vitale. Le TT permet le diagnostic rapide et précis et oriente vers une décision thérapeutique. Nécessite un drainage rapide du liquide péricardique indépendamment de son étiologie. Le traitement étiologique au second plan vise à éviter les récidives. Le pronostic est plutôt en rapport avec l'affection causale. En conclusion, les douleurs thoraciques sont très fréquentes en consultation et il faut savoir y penser et éliminer les douleurs urgentes, voire même par excès, que de laisser passer des douleurs d'origine cardiovasculaire urgente. L'interrogatoire est très important pour demander le bilan paraclinique adéquat. Le CG est le premier examen à demander. Démarrer le traitement dès que possible. Ne soyez pas que des orientateurs, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que on perd le temps et collaboration étroite entre les urgentistes et les spécialistes. Voilà, je vous remercie. Mais avant il y a un petit livre que vous pouvez télécharger, Aide à la prise de décision clinique, Toolkit, qui est très bien, que vous pouvez le télécharger sur ACCA, Toolkit 2018. Moi, je l'ai en papier de 2015, mais il est vraiment formidable et il peut vous aider sur beaucoup de choses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le professeur Rachida Hebbel. Et je confirme que ce guide-là, donc vous pouvez le télécharger, il est vraiment très, très intéressant. Madame Hebbel, pendant votre petite déconnexion provisoire, il y a eu des questions donc, auxquelles Cécile a eu vraiment la grande gentillesse de répondre. Oui, j'ai entendu quelques-unes parce que c'est Amoré, il avait partagé son écran, son téléphone, mais c'est vrai que je n'ai pas tout suivi, j'étais concentrée. Oui, je comprends. Madame Hebbel, quand tu as de la question, j'aimerais bien avoir votre avis quand même, parce qu'elle est très importante. C'est la question, alors, elle est où déjà? Voilà. Oui, c'est la question toujours de Oumeima. J'aimerais bien revenir à sa question, je trouve intéressante. Madame Oumeima, lorsqu'on a un ECG d'un patient avec un SCA, ST, avec ce décalage du segment ST, mais il n'a pas mal, il n'a pas de douleur angineuse, il présente juste une dyspnée. Donc, c'est une dyspnée avec un ST+ sur le CG. Est-ce qu'on thrombolise quand même? Oui. Alors, il faut savoir, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des sujets où on peut ne pas avoir des douleurs comme les sujets âgés, les diabétiques. Et quand on a un sus-décalage du segment ST, effectivement, c'est quelque chose qui doit nous faire peur, et encore plus si le patient a des facteurs de risque. Maintenant, si effectivement il y a un sus-décalage, mais le sus-décalage doit être relativement typique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un sus-décalage concave, parce qu'on peut avoir des myocardites avec ça. Donc, il faut que ce soit vraiment un sus-décalage typique. Et si le patient a des facteurs de risque clairs, oui, il faut prendre peut-être le risque, mais il faut qu'il y ait donc un autre avis pour être sûr. Les sujets âgés, une chose importante dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, parce qu'ils peuvent avoir des syndromes coronaires aigus, ces sujets âgés, on thrombolise à moitié dose. Ça, c'est important. Il faut garder ça en tête. Donc, et on peut avoir, comme je dis, on a eu des patients avec une dyspnée sans douleur, dans ce sens. Très bien. Alors, Madame Hebbel, toujours une question. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs, donc je vais essayer de les classer par ordre. Alors, Khadija, il vous pose la question par rapport à la dissection de l'aorte. Oui. Il vous dit que la plupart du temps, dans certaines villes, on n'a pas beaucoup d'examens cliniques et paracliniques pour un peu la diagnostiquer. Est-ce possible de se baser juste sur les caractères de la douleur pour faire une prise en charge adéquate? Est-ce qu'on peut penser que sur la clinique à la dissection de l'aorte? Il faut y penser, c'est clair. Madame, tu peux désactiver ton micro, s'il te plaît? Allez-y, Madame Hebbel. Allez, c'est bon. Il faut y penser, c'est clair, mais on ne peut pas se baser uniquement sur l'interrogatoire. C'est difficile, la dissection. Au moins,
faites une échocardiographie et voir l'aorte abdominale et l'aorte thoracique à son origine. Mais on ne peut pas se baser uniquement parce que la prise en charge, elle est quand même pas facile. Il faut que ça soit dans un milieu spécialisé. Et je ne suis pas rentrée dans les détails, il n'y a pas que la dissection de l'aorte. Il y a l'aorte aiguë, il y a effectivement d'autres particularités, pas de dissection, mais comme la dissection de l'aorte. Je ne voulais pas rentrer dans les détails. C'est quelque chose qui doit nécessiter une prise en charge en milieu spécialisé. On ne peut pas se contenter uniquement de l'interrogatoire dans la dissection. Il y a des éléments orientateurs, comme j'ai dit. Les pots fémoraux, en général, sont bas. Des fois, on a la symétrie, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un scanner minimum. Très bien. Madame Hebbel, je pense que la prochaine question émane d'un ou d'une néphrologue. Il vous pose la question suivante. Faut-il démarrer le clopidogrel et ou dérivé nitré si la douleur thoracique en perdialyse avant de l'adresser aux urgences? Alors, en perdialyse, oui. Est-ce que la tension le permet? Parce que le dérivé nitré, est-ce que la tension le permet? Alors, on va se dire qu'il a un état hémodynamique stable. En perdialyse, et il se sent mal. C'est-à-dire, en perdialyse, il fait sa douleur angineuse. Qu'est-ce qu'on peut donner ça? En sachant qu'il a ses cathéters et tout. Madame Hebbel? Oui, mais je ne suis pas très fort en rapport avec le syndrome coronaire. Je ne sais pas. Non, je ne peux pas répondre clairement parce que c'est vrai que quand on a une douleur thoracique, minimum, il faut faire un électrocardiogramme, un ECG. Oui. Ce n'est pas évident pour moi que je traite en tant que syndrome coronaire pour une simple douleur lors de la dialyse. Je ne sais pas ce que tu penses, Salim. Oui. Salim, voilà. Tu as quelqu'un qui est en train d'être dialysé et fait sa douleur thoracique. Tu donnes ou pas les dérivés nitrés, tu donnes ou pas le clopidogrel? Généralement, il faut faire un ECG. Si on a un ECG si on a des modifications électriques, à ce moment-là, on est obligé de donner des doses de charge de clopidogrel et d'aspirine. Et les dérivés nitrés, si on a un ST-, oui, on peut donner. Mais pour le ST+, par définition, la douleur elle est résistante aux dérivés nitrés. Donc, même pour le ST-, mais les dérivés nitrés, généralement, ça agit plus sur le ST-. Mais il faut faire un ECG. Et généralement, je pense, dans tous les centres d'hémodialyse, que ce soit au CHU ou bien dans toutes les cliniques, dans tous les centres d'hémodialyse, on a des appareils de CG. Donc, le CG à faire en premier, après, on décide. Un élément important dont j'ai insisté tout à l'heure, le clopidogrel, on ne le donne pas systématiquement, encore plus quand il s'agit d'un non-stémie. Donc, le clopidogrel, il faut faire attention, surtout si on veut faire une coronarographie, si la personne a la douleur thoracique. Donc, pas de clopidogrel si la coronarographie est prévue dans les 24 heures. C'est bien clair, très bien. Madame Hebbel, la question me fait le point sur un autre message à faire passer aux omnipraticiens, si vous le permettez. Cette histoire-là de douleur thoracique, je donne la trénitrine, est-ce que c'est systématique? Oui et non. D'accord. Si le patient effectivement est connu cardiaque, il y a donc est suivi pour ça, oui, on le donne, mais à la condition, il faut faire attention. Les dérivés nitrés, quand on les donne, d'ailleurs, ça je l'enseigne toujours, il faut que le patient soit assis ou allongé. Jamais dérivé nitré, le patient debout. Ils font beaucoup de syncopes, ils font beaucoup de perte de connaissance. Donc, s'il est connu et suivi et qu'il a mal, il peut prendre ses dérivés nitrés, mais dans une position confortable et il ne bouge pas au moins une demi-heure après, parce que sinon, ça risque effectivement de diminuer le débit cérébral. Maintenant, donner les dérivés nitrés pour quelqu'un qui n'est pas connu et qui n'est pas suivi, je ne sais pas si ce n'est pas une bonne idée. Il faut d'abord diagnostiquer le problème. Très bien. Alors, une question de notre président du CNIM, Oustad Mohamed Chati, que nous saluons beaucoup. Merci, Oustad, d'avoir suivi la séance. Donc, voilà, sa question est directe. Bloc de branche gauche et douleur thoracique typique, en thrombolyse? Non, je l'ai dit. Il vaut mieux l'angioplastie. Parce que, effectivement, maintenant, effectivement, si le risque vital est là, oui. Mais en théorie, non, bloc de branche gauche ou un bloc de branche droit, en général, on recommande plutôt une angioplastie. C'est ce que disent les recommandations. Très bien.
Alors, Monsieur Ashraf, il revient avec une deuxième question. Il vous dit, Madame Hebba, que sur le premier cas clinique, elle avait l'impression d'avoir un ST+, mais qui est concave. Et il se pose la question, est-ce que ça serait plus une péricardite ou autre chose? Alors déjà, la question, je vais la simplifier. Quand est-ce un sud-décalage est plus en faveur d'une péricardite? Alors, en rapport avec une péricardite, en général, ce n'est pas localisé, ce n'est pas systématisé. Là, ce qu'on a, c'est un territoire bien localisé, bien systématisé. C'est le territoire inférieur latéral. Péricardique, c'est diffus. Et le sus-décalage n'est pas aussi concave que, je ne sais pas, moi, bon, peut-être on a l'habitude, mais en plus, dans un ECG d'une péricardite, il y a différentes phases. Il y a sus-décalage, il y a les ondes T négatives. Donc, il y a différentes phases dans les différents territoires et c'est diffus. Très bien. Et ça rejoint aussi la question de Sarah. Madame Hebba, vous êtes toujours avec nous? Oui, oui, je suis toujours avec vous. Oh, d'accord. Alors, Sarah, il vous pose toujours, c'est la même chose, il vous dit comment je peux différencier entre ST plus de la péricardite et un ST plus et une péricardite. Je pense que vous venez de répondre à cette question. Alors, une autre question d'un spectateur anonyme. Madame Hebba, il vous dit, est-ce que vous pouvez nous expliquer la bloc-pnée, qui est considérée comme un équivalent d'un angor, la bloc-pnée? Oui, la bloc-pnée, c'est l'équivalent de la douleur chez certains patients, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est une dyspnée et le patient n'arrive pas à respirer et il a une sensation d'étouffement. Donc, au lieu que ce soit une douleur, c'est une dyspnée avec vraiment une sensation d'étouffer. D'accord, d'accord. Alors, une question à laquelle je m'attendais, et ça tombe très bien qu'un spectateur anonyme la pose. Elle est très claire. Madame, bonjour, en tant que médecin généraliste, est-ce que je peux thromboliser un patient, par exemple, si je suis dans un milieu lointain? Merci. Bien sûr, c'est mon message. Il faut connaître le malade, il faut être sûr du diagnostic, il faut y aller. Il ne faut pas avoir cette inertie. C'est mon message. Si vous êtes sûr qu'il s'agit d'un syndrome coronaire, ST+, vous avez éliminé les contre-indications et que le patient vraiment a les caractéristiques, il faut y aller. Et bien sûr, il faut avoir un contact téléphonique pour dire, voilà, je suis avec... j'ai trombolisé un patient, donc je vais l'envoyer, etc. Donc, il faut l'adresser après pour une prise en charge ultérieure. Mais on peut le faire et c'est le message que j'essaie de transmettre. Ne pas rester spectateur et orientateur parce qu'on perd le temps. Et j'appuie ce que vous avez dit, Madame Ebba, c'est que maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut faire un peu de télémédecine à la conventionnelle, on peut s'échanger sur WhatsApp et tout, et on peut être aidé par ces seniors. Oui. Madame Hebbel, il y a Moulay Mehdi Loukili qui vous demande de bien vouloir revenir sur cette histoire de pas de clopidogrel si on veut faire de la choro derrière. Il n'a pas trop compris. Alors, donc, ce sont les nouvelles recommandations de 2020 parce que le clopidogrel est un antiagrégant et ça fait trop saigner les patients pendant la coronarographie. Et si quand on ne connaît pas l'anatomie et quand on va faire la coronarographie dans les 24 heures, il vaut mieux ne pas donner le clopidogrel. Maintenant, vous allez me dire que je n'ai pas de coro, je ne peux pas la faire. Oui, vous donnez le clopidogrel. C'est différent. D'accord? Donc, on donne clopidogrel si vous savez que vous n'allez pas pouvoir faire la coronarographie ni de geste de revascularisation pour votre patient dans les 24-48 heures. Vous pouvez le donner. Je ne sais pas si je suis claire. Non, c'est très clair. Parce que je ne veux pas que vous passiez avec ce message, ne pas donner clopidogrel. D'accord? Donc, le clopidogrel, ne pas le donner si vous allez faire une coronarographie dans les 24 heures. Très bien. Madame Ebel, je ne sais pas si vous pouvez me contredire par rapport à cette histoire, quand on veut thromboliser pour le traitement adjuvant, est-ce toujours le clopidogrel qui est autorisé par rapport au dihydropyridine? Est-ce qu'on peut donner de la ticagrelor, par exemple, à côté de la métallyse? Oui, c'est possible, effectivement, mais bon, on n'a pas de ticagrelor. Effectivement, c'est possible. Mais maintenant, on travaille avec... Oui. Très, très. Alors, je continue sur les questions. Ça, c'est une question d'Adine encore une fois.
Alors, il vous dit, est-ce vrai qu'il ne faut pas mobiliser un patient thrombolysé? Il faut qu'il reste alité. C'est-à-dire une fois le geste fait. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on ne va pas le mobiliser? Peut-être ne pas le faire tomber, je suis d'accord. Mais je crois qu'il peut très bien mobiliser, il n'y a pas de raison. Peut-être il fait allusion avec le tamponnement, il a le point d'introduction du cathéter artériel. Ah, كتهضر على سميتو على Voilà, il y a un patient thrombolysé. l'angioplastie ou la fibrinolyse? Là, elle a parlé d'un patient thrombolysé. Est-ce que c'est vous parlez de l'angioplastie? Là, ما كنسمعش مزيان. Madame بل تسمعيني؟ تسمعيني؟ J'entends rien. لا J'entends pas. je vous entends très bien. تسمعيني Très دابا bien. مزيان؟ Oui, j'entends maintenant. Il parle bien du patient thrombolysé. قالت لك ما نحركوش. C'est vrai. Là, voilà qu'il a... Non, il peut très bien bouger, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vrai que... Vous confirmez qu'il n'y a pas de problème. C'est ce que je veux faire passer. Le thrombolyse est un médicament comme les autres. Il suffit d'éliminer les contre-indications. Très bien. Alors, Fatem Zara, je pense qu'on vient de répondre à cette question, mais je vais la reposer quand même. Il vous dit, un patient suspect de stémie sur un bloc de branche gauche, salle de cathé inaccessible. Est-ce que je peux thromboliser quand même? Alors, c'est une question effectivement qui est très intéressante et difficile à répondre. Alors, je reviens toujours aux facteurs de risque et les cliniques. La douleur, l'atypie, les facteurs de risque sont là et je n'ai pas de salle de cathé. Oui, à la condition, bien sûr, d'être sûr qu'il n'y a pas autre chose derrière. C'est pour ça que je reviens toujours à... Donc, il faut avoir un autre avis. Et comme tu as dit tout à l'heure, effectivement, envoyer des messages ou envoyer des rapports, etc., pour un senior. Mais c'est difficile, effectivement, si on est tout seul dans un petit coin. Il faut vraiment avoir un autre avis. Très bien. Alors, peut-être qu'on va se permettre 2 ou 3 autres questions. Salim, tu n'aurais pas de questions à poser à Mme Bell, vu votre temps de terrain et... Non, Là, des éclaircissements. Là. Oui, vas-y. C'est des dernières recommandations. Donc, c'est plus recommandé de donner dose de charge avant de faire la coronarographie. Et le clopidogrel, c'est l'une des anciennes molécules qui est utilisée comme antiaggravant plaquettaire. Et les premières études ont toujours montré un bénéfice, que ce soit dans le ST- ou le ST+, de donner des doses de charge avant de faire la coronarographie. Mais avec le ticagrelor et le prasugrel, il y avait 2 nouvelles études, c'est les études ACOS et ABORD, qui n'ont pas montré un intérêt supplémentaire à donner des doses de charge avant de faire la coronarographie et l'angioplastie. Et c'est pour cela que dans les dernières recommandations, il n'y avait plus d'indication de donner une dose de charge avant de voir le réseau coronaire. Mais maintenant, c'est au cas par cas. Si on est dans un centre, on est loin d'une salle de cathétérisme et on a un patient qui fait de douleur thoracique et on confirme le syndrome coronaire, à ce moment-là, il faut donner des doses de charge de clopidogrel et d'aspirine parce que ça peut aider le patient à de créer une petite brèche au niveau de l'artère, au niveau de la plaque d'athérome et de soulager le patient. Donc, voilà. Alors, Madame Hebbel, vous deux et Salim aussi, 2 dernières questions. Alors, l'avant-dernière, je ne sais pas si j'ai bien compris, est-ce que le clopidogrel serait contre-indiqué en cas d'EP, en cas d'embolie pulmonaire? Pourquoi? Je ne vois pas pourquoi il va être contre-indiqué. Donc, peut-être que... Il a sa place. Il n'a pas de place. Il faut donner un anticoagulant. Donc, non, je ne sais pas pourquoi il est contre-indiqué. Je n'ai pas très bien compris là pourquoi on a posé cette question. Oui, peut-être qu'ils entendent ça dans des réunions et tout. Donc, vous êtes bien clair qu'il n'y a pas de cause, c'est-à-dire les deux en fait. Voilà. Alors, toute dernière question, Madame Hebbel. J'aimerais bien que vous reveniez sur comment être sûr que notre thrombolyse a bien marché. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Les critères de... Oui, la douleur, d'abord, il y a les signes cliniques. Le patient a moins mal, donc il se sent mieux. Il y a les signes électriques. Effectivement, il y a le sus-décalage qui diminue. Des fois, on a une RIVA, c'est une sorte de tachycardie mais lente. C'est un signe de revascularisation.
Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, clinique, électrique et parfois troponine. Troponine, donc il y a une montée rapide et puis après une baisse des troponines. Donc, l'évolution va montrer effectivement qu'il y a une amélioration. Très bien. Donc, voilà, donc on arrive à terme de cette réunion. Avant que je vous donne le mot de la fin, Madame Hebbel, alors Salim, tu aimerais dire des choses, des mots, des messages clairs à passer par rapport à cette pathologie? Oui, je remercie déjà professeur Bell pour cette excellente présentation à travers des cas cliniques. Et il y avait beaucoup de messages clés très intéressants pour les étudiants. Je voudrais juste rajouter et de parler de l'intérêt de la thrombolyse. Donc, généralement, tous les hôpitaux et tous les centres doivent avoir des thrombolytiques à disposition pour les syndromes coronaires. Et comme ça, on traite mieux nos patients. Et je dois vous dire que dans les 3 premières heures d'un syndrome coronaire aigu avec ce décalage du segment ST, la thrombolyse a une efficacité qui est équivalente à l'angioplastie. Donc, d'où l'intérêt de thrombolyser le patient le plus rapidement possible, d'avoir les thrombolytiques à disposition. Donc, voilà, c'est le message clé qu'on doit donner à l'ensemble des médecins, surtout les généralistes et les urgentistes. Donc, la thrombolyse, elle aide les patients qui ont ce décalage du segment ST. Il ne faut pas hésiter à en donner. Et il faut savoir que même des fois, ça peut sauver le patient, même si on fait une angioplastie, parce que des fois, on fait une angioplastie et on trouve des artères très thrombotiques. Et même avec la thromboaspiration et les coups de ballon, on arrive à avoir un résultat qui n'est pas parfait. Et la thrombolyse, elle donne des fois un résultat qui est meilleur. Ça facilite le geste de l'angioplastie, en fait. Donc, la thrombolyse, c'est un traitement efficace. Les effets secondaires sont devenus faibles avec les nouveaux thrombolytiques de dernière génération. Donc, maintenant, il ne faut pas hésiter à thromboliser les patients. Et c'est l'un des messages clés qu'on doit faire passer à l'ensemble des médecins. Donc, je vous repasse la parole au professeur Mohaoui pour… Merci beaucoup, Salim. Donc, Madame Hebbel, à vous le mot de la fin, des messages, des take-home messages. Alors, oui, alors je vais un petit peu enfoncer le clou, ce que vient de dire Salim. La thrombolyse, c'est un médicament comme les autres. Donc, il ne faut pas attendre, il ne faut pas se dire non, c'est un médicament de spécialiste. Et je vais revenir, là, je viens de voir un peu les questions sur bloc de branche gauche et thrombolyse. Effectivement, si on n'a pas le choix, oui, il faut thromboliser. Si on n'a pas le choix de faire une angioplastie, je suis d'accord qu'il faut thromboliser. C'est un médicament qu'on peut très bien manipuler. Il faut savoir le manipuler et puis c'est tout. Il faut voir aussi que la douleur d'origine, toutes les douleurs thoraciques, ça peut être pas uniquement cardiologique, mais ça peut être pulmonaire, digestif, etc. Pourquoi on insiste sur les cardiologiques? Parce que ce sont les plus urgentes et le risque vital est plus important. Et bien sûr, il faut avoir en tête toujours l'esprit critique, peut-être qu'il y a un problème œsophagien, peut-être qu'il y a un problème pulmonaire. Donc, il ne faut pas rester que sur la douleur, syndrome coronaire, syndrome coronaire, syndrome coronaire. Certes, syndrome coronaire est une extrême urgence, mais attention, la dissection de l'aorte, il faut y penser aussi. Donc, dès qu'on a la moindre suspicion, il faut essayer un petit peu de contacter un senior pour pouvoir l'éliminer rapidement, pour pouvoir donner la chance aux patients pour le prendre en charge. Et voilà, donc en tout et pour tout, je vous remercie tous, aussi bien Si Mohaoui, Si Aros, et pour cette belle après-midi. Je remercie les laboratoires Boehringer qui nous ont soutenus pour cette formation médicale continue. Je remercie les participants qui ont posé des questions très pertinentes et je vous souhaite bon courage et bonne continuité. Merci encore. Donc voilà, c'est à moi le tour de vous remercier, Madame le professeur Hebbel, pour tout ce que vous faites, en fait, pour tout votre parcours, pour tout ce que vous faites pour la cardiologie, pour l'encadrement des résidents et pour la CIE que vous avez mis en place. Et là, maintenant, la présence de M. Haro Salim, un très grand ami et mon voisin en plus. Et je sais que la CIE est entre de bonnes mains. Donc, je remercie en votre nom les laboratoires Boehringer qui ont bien voulu encadrer cette session. Je remercie aussi M. Saad Ismaili pour l'appui technique.
Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine assise de la CIR. Salam alaikum. Au revoir. Beaucoup.